Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 13 juin. J'espère que pour vous le vendredi 13 n'est pas une date où vous y voyez une connotation négative. Moi je préfère y voir une connotation positive, hein. Voilà, je préfère essayer de voir le positif que le négatif. Voilà, fidèle à moi, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Aujourd'hui, on va refaire une vidéo The Crown. C'est l'épisode 7 de la saison 4. Et la saison 4, c'est toujours la saison avec Charles et Lady Diana. Cet épisode va parler un peu des secrets de famille pour la vitrine, toujours. Voilà, hein, vous savez, les secrets de famille que l'on a pour préserver la vitrine familiale. Voilà. Cet épisode est un épisode qui est très centré de nouveau sur la sœur de la reine, d'accord. Au moment où je tourne cette vidéo, on est actuellement en train de faire la playlist Révision 20. Et dans la playlist Révision 20, il y avait justement un épisode qui parlait de la sœur de la reine. C'est rigolo parce que ben là, on revient sur ce personnage-là dans cet épisode-là. La sœur de la reine, on la voit en début d'épisode s'éclater avec un mec d'un point de vue sentimental, d'accord. On la voit très festive, pétillante. Ceci dit, son côté pétillant, elle n'a ce côté pétillant surtout quand elle boit de l'alcool. Quand elle boit pas de l'alcool, elle n'est pas si pétillante que ça, en fait. Elle est plutôt lunaire dans ces moments-là. Donc elle est solaire sous effet de l'alcool, mais elle est lunaire, c'est-à-dire déprimée, éteinte, quand elle n'est pas sous effet de l'alcool. Ce qui montre bien que l'alcool est quelque chose qui... Un lampadaire. Un lampadaire. C'est une addiction, c'est une compensation. Pour compenser son côté lunaire. C'est pas ok. Ça, typiquement, c'est pas ok. Si vous constatez que vous êtes comme ça, il y a un problème. Attention, hein, je modère mes propos. Je ne dis pas que... c'est normal que l'alcool vous rend plus festif, plus joyeux et désinhibe, d'accord? Mais il ne doit pas non plus y avoir un fossé comme ça entre qui vous êtes sous effet de l'alcool et qui vous êtes quand vous ne prenez pas d'alcool, hein. Il ne doit pas y avoir un fossé comme ça, hein. Qu'il y ait un petit truc comme ça, ok, mais pas comme ça, hein. Vous ne devez pas être complètement l'opposé. Voilà, c'est ça en fait que je souhaitais, le petit bémol, hein, voilà. Ensuite, si vous regardez la série, vous comprenez pourquoi je fais référence à l'alcool. C'est que vraiment, on la voit quasiment toujours avec un verre à la main. Elle boit beaucoup. Voilà, elle boit beaucoup. Donc peut-être que là, on va encore remontrer que les compensations et l'alcool, ce sont des choses qui prennent un peu trop de place dans la famille du runner. En tout cas, là, ça va être évoqué dans cet épisode-là. Quoi qu'il en soit, on la voit heureuse avec un homme, ok, mais pas de bol. Cette relation va prendre fin puisque cet homme vient lui annoncer qu'il décide de partir dans l'église. Donc, annonce un peu compliquée pour elle, inévitablement. C'est un peu dur pour elle. D'un autre côté, moi j'y vois déjà une symbolique. C'est que on sait que la religion, en général, c'est quelque chose qui a de la place la plupart du temps. Je dis la plupart du temps,
c'est pas toujours, dans les familles du runner. Pourquoi? Parce que c'est un outil sympa, une tradition familiale qui va bien être utile pour la vitrine. Oui, si on s'intéresse à la religion, ça fait de nous quelqu'un de bien. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on agit bien. Non, 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 non. Pour la vitrine, voilà, c'est pas mal. Mais derrière, on ne respecte rien en réalité. On agit mal. On a une façon de penser toxique. Mais ça, c'est pas grave. Ah, t'as vu, j'ai mon joker. Moi, c'est vachement bien. On voit que j'ai jardiné. J'ai encore les traces qui partent pas. Bref. Vous voyez un peu l'idée? Vous voyez un peu ce genre d'idée? Donc ça, inévitablement, c'est assez problématique. Vous voyez, c'est assez problématique. La religion est en effet un lampadaire qui prend trop de place dans la famille. C'est-à-dire un peu, on l'utilise comme en fonction de ce que ça va nous rapporter. Donc on peut faire dans ces familles-là de beaux discours basés sur la religion si c'est pour obtenir ce qui nous intéresse, mais derrière on respecte que ce qui nous intéresse et hypocritement là on s'en fout. Vous voyez, il y a ce côté très manipulation, on utilise ça, on chosifie ça, encore par profit. De toute façon c'est comme ça surtout, donc la religion c'est pareil. Donc là on sait tout du moins que dans cette famille-là la religion prend de la place. Hein. Donc, pour le coup, ça vient un peu taper là-dessus. Hein. Donc là, on revoit toutes les symboliques que ça tombe ce sur quoi ça doit lâcher. Il faut lâcher du lest sur un truc, ça va venir taper dessus. Bah là, pile poil, typiquement, voilà, bam. Elle explique à sa sœur, la reine, qu'elle est déçue de ça, et qu'il la regardait avec des yeux énamourés. Moi, ça m'interpelle un petit peu. Pourquoi? Parce que on se demande, elle est déçue de quoi, en fait, au final? Elle est déçue de le perdre, ou elle est déçue parce qu'elle n'aura plus quelqu'un qui la regarde avec des yeux énamourés. Vous voyez? On n'est pas sûr qu'en fait, elle soit réellement triste de le perdre lui en tant que personne. On se demande plutôt si elle est déçue de perdre un public, quelqu'un qui nourrissait son narcissisme, que ce qu'elle a, elle est déçue de perdre le profit qu'elle en tirait. On retrouve un peu la façon de fonctionner typique de la famille, et elle, on l'a souvent vu au fur et à mesure du chemin, c'est comme ça qu'elle a toujours fonctionné. Hein. C'est qu'elle chosifie les hommes pour combler sa faille narcissique. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne dans la famille. Donc en fait, elle est déçue. Il la regardait avec des yeux énamourés. Vous voyez, elle ne détaille même pas ce qui va lui manquer chez lui, dans sa personnalité, dans qui il est. Non. Elle n'est pas focus sur qui il est. Elle est focus sur ce qu'elle va perdre. Sur son avoir qu'elle va perdre. Il la regardait avec des yeux énamourés, quoi. C'était agréable pour elle. On sait que ce personnage a une énorme dalidite. Si vous avez suivi la série, c'est un personnage qui a beaucoup de dalidite. Hein. Dans l'histoire de ce personnage, c'est la deuxième. Elle aurait aimé naître première pour elle être la reine. Elle voulait être sous les projecteurs, les paillettes, voilà. Ensuite, elle n'a pas pu, puisqu'elle était la deuxième. Elle a essayé de négocier, mais ça n'a pas marché. Ensuite, elle est tombée amoureuse d'un homme. Et cet homme, lui, était déjà divorcé. Donc, pour l'image, la vitrine, c'était pas possible que la princesse se marie avec quelqu'un qui est déjà divorcé. Donc, elle a renoncé à son grand amour pour la vitrine.
Elle aurait pu faire comme d'autres personnes de la famille, c'est-à-dire dire, bah, moi, si je peux pas épouser mon grand amour, je vais partir dans l'ombre, vivre ma vie avec lui, et je m'en fous, moi, du prestige, du titre, de la famille, de mes lettres de noblesse, rien à foutre, en fait. Non, elle, entre les deux, elle a préféré renoncer à lui et garder le titre de princesse. Donc inévitablement, on revoit bien cette Dalidite, etc. Hein, donc là, ben, la Dalidite est toujours là. Cet homme, elle est déçue, il l'a regardé avec des yeux inamourés, quoi. Toujours ce besoin de remplir et satisfaire son narcissisme, d'être nourri de par ce biais. La reine lui rétorque une phrase qui fait un peu sourire, parce que la reine est toujours quelqu'un qui a cet abord très froid, qui lance des phrases un peu comme des verres d'eau froid, glacial, pas d'émotion, pas de tact, parce que là, elle est quand même pas au travail, elle est avec sa sœur, c'est deux sœurs qui se parlent. Il n'y a aucun tact, il n'y a aucune pincette, non. Alors qu'on est dans une conversation cœur à cœur sur une rupture. Et là, la reine lui répond, oui, enfin, sûrement parce que t'es une princesse, quoi. Donc le côté intéressé. Vous voyez? Donc elle la remet un peu, oh, arrête de t'illusionner, hein, c'est parce que t'es une princesse, voilà. Donc, bon, c'est un peu particulier peut-être d'aborder ça au moment de la rupture. Hein, niveau tact, hein, on laisse peut-être l'autre encaisser quand même, hein, voilà. Mais bon, la reine n'a aucune connexion au cœur, aux émotions, donc elle s'en fout, hein. Donc, oui, dans une vie personnelle, parler comme ça à sa sœur, c'est quand même bof-bof, hein, pas à ce moment-là, c'est inadéquat. Bref, cette fameuse princesse, la sœur, on la voit, elle tousse beaucoup, à un tel point où elle finit par tousser du sang. Inévitablement, les addictions, les compensations, c'est pas ok. Au bout d'un moment, ça détruit la santé. Elle fumait 60 cigarettes par jour. 60 cigarettes par jour, c'est énorme. Mais elle s'ennuie tellement dans sa vie qu'en fait, elle passe son temps à boire, fumer, boire, fumer. Elle s'ennuie. Elle n'a rien à faire de ses journées. Si vous observez son chemin de vie au fur et à mesure des épisodes, vous voyez bien que toutes ces compensations, on ferme les robinets. On ferme les robinets. C'est ainsi sur un parcours de vie. Donc tout ce de quoi elle s'alimentait et dans quoi elle fuyait pour pas évoluer, on voit bien, ça tape dessus à chaque fois. Les hommes, les paillettes, et là, maintenant, les compensations qui détruisent sa santé. Elle va devoir se faire opérer et arrêter. Donc inévitablement, c'est pas évident. Quand vous êtes quelqu'un qui fuyait les émotions, fuyait le quotidien dans des addictions, c'est pas évident. Donc elle va devoir arrêter de fumer. Elle dit à sa sœur que si elle fait le bilan de sa vie, au final, dans sa vie, l'amour a été une hache bien aiguisée. L'amour a été une hache bien aiguisée. Sur le coup, c'est vrai qu'on se dit, elle a vraiment pas eu de chance, c'est vrai en amour. Mais d'un autre côté, après, ce discours de victimisation, on pourrait presque y rentrer, avoir de la compassion et avoir de la peine. Mais après, on se remémore quand même que c'est quand même le résultat des choix qu'elle a posés. Elle aurait très bien pu aller vivre avec son grand amour. Mais comme elle a préféré le prestige, lui, il est parti se marier avec une autre. Ben, c'est normal, logique. Donc après, est-ce qu'elle peut réellement se victimiser? Ben, observez quand même son parcours de vie dans cette série. À chaque fois, elle choisit le superficiel. Donc c'est un peu... On voit qu'elle n'endosse pas vraiment sa part de responsabilité. Elle se victimise, mais elle fait une amnésie sur la moitié de l'histoire, sur ce que elle a posé comme choix et sur sa part de responsabilité.
dans la famille du runner, c'est ainsi qu'on fonctionne. Et si vous observez le runner fonctionne comme ça. Énormément. Énormément. Donc, comme elle ne pourra plus fuir dans l'amour, puisque le gars est séparé, qu'elle ne peut plus fuir dans l'alcool et le tabac. Elle cherche à fuir dans quoi? Le professionnel. Voilà. Comme les runners. Donc, elle veut se sentir utile dans son rôle public. C'est ce qu'elle manifeste comme volonté à la reine. Elle dit à sa sœur qu'elle a besoin de se sentir utile dans la vie. Donc, elle veut que son rôle public augmente. Elle lui demande de lui déléguer des choses. Le problème, c'est qu'on sait que la nana a une dalidite. Donc, venir nourrir sa dalidite, son narcissisme, c'est jamais comme ça sur un parcours de vie. C'est jamais comme ça sur un parcours de vie. Si vous avez de la dalidite, vous allez voir que la vie va vous chercher à vous désintoxiquer de votre dalidite. On va vouloir que dans votre chemin de vie, vous soyez dans la discrétion, dans l'humilité, et pas du tout public. Vous devez au contraire vous désintoxiquer de ce narcissisme. Donc elle, pour le coup, elle veut se sentir utile dans son rôle public. Elle demande à la reine de lui rendre ce service. Mais au final, elle aura finalement tout le contraire, puisque quelques jours après, la reine vient lui annoncer que pour le peu qu'elle avait, on va lui retirer. Donc déjà là, il y a du côté terrestre, on voit la reine fidèle à elle-même que depuis le début de la série, vous voyez toujours qu'à chaque fois qu'un membre de sa famille lui fait une requête, elle n'est jamais connectée au cœur, elle est toujours connectée à la vitrine et au professionnel. Donc en fait, en général, elle répond jamais à la demande de l'autre. Elle peut donner l'illusion qu'elle écoute, mais en fait, à chaque fois, son positionnement va être à l'inverse de ce que la personne de sa famille lui a demandé. C'est hallucinant, c'est systématique, ça fonctionne toujours comme ça. C'est la vitrine, la réputation, la tradition avant. Toujours. Toujours. Donc ça, je pense qu'il y a encore une symbolique sur la famille du runner. Et donc, sa sœur qui est dépressive, qui doit arrêter le tabac, qui vient de se faire larguer, qui ne sait plus à quoi s'accrocher et qui veut plus de travail, sachant qu'elle ne fout rien de ses journées, elle pourrait essayer de lui rendre service. Vous voyez? Mais non. Non, non, non. Pourtant, elle a écouté sa souffrance. Cette sœur lui dit qu'elle a énormément peur d'avoir plus de temps. Ça l'angoisse. Ben oui, du fait qu'elle est dépressive. Et qu'elle ne peut plus fumer. Et qu'en plus, elle veut de la dignité. Qu'elle ne se sent pas digne à passer ses journées à rien faire, en fait. Mais la reine s'en fout, en fait. Elle lui dit que, de toute façon, ça ne dépend pas que d'elle. On lui retire encore le peu qu'elle avait. C'est exposé le pourquoi dans la série. C'est pour un de ses fils, voilà, que ce soit un de ses fils qui fasse ces actions-là, et que de toute façon, faut faire avec, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et donc elle lui dit d'aller s'occuper, de trouver à s'occuper dans ses propres activités, ses passions, et puis ses amis, quoi. Voilà. Mais après, quand on prend un peu de hauteur, on voit la logique. C'est que comme elle a de la dalidite, on coupe tous les robinets de la dalidite, d'un point de vue chemin de vie. Donc inévitablement, son statut public, elle voudrait s'accrocher à ça pour les paillettes. D'ailleurs, elle est très jalouse des membres de la famille qui sont sous les projecteurs, notamment avec l'arrivée de Lady Diana. Elle n'a pas ces paillettes. Elle veut les avoir, alors qu'elle en rêve depuis toujours.
Mais inévitablement, ceux qui veulent être sous les paillettes, le chemin de vie, ça sera toujours de ne pas y être. Et ceux qui ne veulent pas, c'est eux qui vont être choisis pour y être. Donc inévitablement, vous comprenez toujours ce que la personne avait à travailler, vous comprenez un peu son parcours dans ses vies antérieures, inévitablement. Hein, voilà. Donc là, on en apprend, c'est une forme de confession sur qui elle est en réalité. Hein, mais de toute façon, c'est clairement montré dans la série. Charles ira la voir à un moment, cette Tati, pour lui c'est sa Tati, et là il lui apprend que Diana est de nouveau enceinte. Voilà. Donc si vous vous rappelez, dans l'épisode précédent, ils ont fait leur tournée, en rentrant ils ne se parlent plus, ils rentrent chacun de leur côté, et là de nouveau il a Ken avec, puisqu'elle est enceinte, hein, pas tomber enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Donc là, on retrouve le côté très, très caméléon, double jeu de Charles, le côté très hypocrite, le côté pas solide, pas fiable, voilà. Et il s'est quand même tapé Diana. C'est un peu laid, quoi. Bon, bref. Mais il explique à sa tante que le couple va pas bien. Hein. Non, malgré que elle est enceinte, non, le couple va pas bien. Non. Qu'ils sont tous les deux envahis par la mélancolie, qu'ils se voient peu, et qu'en plus, quand ils se voient, ils s'engueulent. Donc ça vend vraiment pas du rêve. Mais n'empêche qu'on fait quand même un gamin. Donc on est dans l'hypocrisie. Quelle hypocrisie. Inévitablement, vous voyez un peu tout ce qui est soi-disant prôné dans la religion. Là, on chosifie tout, on est... Il n'y a rien qui est sacralisé, on désacralise tout. C'est pas ok. Charles avoue voir un thérapeute. Et il conseille à sa Tati, qui va pas bien, qui est dépressive, de faire la même chose, d'aller voir un thérapeute. Mais elle est un peu offusquée. Elle est un peu offusquée, elle dit, mais non, les thérapeutes, les psys, tout ça, c'est pour les fous. Vous voyez? Donc là, on retrouve un peu les stéréotypes d'antan, d'une époque où, en effet, c'était humiliant, c'était réducteur d'aller voir des professionnels. On retrouve le côté rigide et les vieilles croyances d'une autre époque, où, justement, on aurait mieux fait de travailler sur soi. Il y aurait moins de dégâts dans ces familles-là, mais les croyances de vieille époque, d'ancienne époque, mais non, un thérapeute, c'est pour les fous, vous voyez. Le jugement, les stéréotypes, les visions qui n'évoluent pas, les visions archaïques, il n'y a pas d'évolution, ça ne se modernise pas, il faudrait tout dépoussiérer, c'est hyper rigide. Et la vitrine, toujours la vitrine, voilà. Ça fonctionne beaucoup comme ça, oui, dans les familles des renards. Beaucoup d'a priori, de préjugés, de jugements. Ça vole pas haut, quoi. Voilà, ça vole pas haut. Il y a une phrase qui... Elle va quand même aller voir un thérapeute. Et la phrase que lui dira la thérapeute, que j'ai beaucoup aimée, c'est « La guérison ne peut commencer que lorsque le sentiment de puissance a diminué. » Oui, parce que inévitablement, le sentiment de puissance, c'est l'ego, c'est le pouvoir. Je sais, moi je suis au-dessus, on ne peut pas guérir, il n'y a pas de remise en question. Il n'y a aucune capacité d'accueil. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cette phrase, et donc je la répète, la phrase dit « La guérison ne peut commencer que lorsque le sentiment de puissance a diminué. » Oui, clairement. C'est pour ça que sur votre montagne, on va toujours chercher à venir péter votre ego. Contraction, hein, vous avez vu? Parce qu'on ne peut pas... Il n'y a pas de guérison possible s'il y a trop d'ego. L'ego bloque la guérison. L'ego bloque l'accueil de l'information.
L'ego bloque la remise en question. Trop d'orgueil, on est dans le je sais, l'excès de confiance, donc en fait il n'y a pas de remise en question, on ne peut pas avancer, on peut avancer que modérément, on ne peut pas réellement avancer en haut avec toutes ces parts égotiques liées à l'orgueil, l'excès de confiance, etc. Du je sais que le rigide a, puisque le verbe savoir, c'est le verbe préféré du rigide. Elle se confie un petit peu, cette sœur de la reine, à la thérapeute en disant qu'on lui a appris dans la vie que s'apitoyer, ça servait à rien, et qu'en gros, il faut faire avec. Oui, c'est un peu la phrase, le joker familial, c'est « il faut faire avec ». Pas le choix, c'est comme ça. D'ailleurs, on le voit. Quand elle retire les activités à sa sœur, elle dit de toute façon, c'est comme ça, il faut faire avec. Vous voyez. Donc en fait, ça a toujours été comme ça depuis le début. Donc la sœur témoigne de ça à la thérapeute, comment on fonctionne dans cette famille. Ce à quoi la thérapeute n'est pas choquée. Elle répond, bah, ça c'est, oui, c'est vieux jeu, c'est banal. Oui, parce que c'était un peu une culture assez courante dans beaucoup de familles, de communiquer de cette façon-là, un peu fataliste, c'est comme ça, t'as pas le choix, subis, et puis suradapte-toi, voilà. Et souvent, ces personnes qui avaient ces verbalisations-là, c'était parce qu'elles-mêmes en tiraient un profit. Voilà, arrête de discuter, voilà, c'est comme ça, subis et tais-toi. Mais eux, étrangement, c'est pas comme ça qu'ils font. Hein, forme d'hypocrisie encore, de contrôle. Hein. Donc, voilà la réponse de la thérapeute, ce à quoi notre princesse, la sœur de la reine, elle, ça la vexe. Oui, elle, ça la vexe, elle repasse en mode hautaine, princesse qui veut reprendre le pouvoir, piquée dans son orgueil et sa vanité. Elle est vraiment trop habituée à être traitée comme une princesse. Une thérapeute ne va pas la traiter comme une princesse. La thérapeute va la traiter comme une personne lambda. Elle traite tout le monde pareil. Elle se doit d'être neutre. C'est logique. C'est logique. Mais elle, on l'a jamais traitée de façon normale. On l'a toujours traitée comme une princesse. Donc là, qu'on lui dise cette phrase-là, neutre, où la thérapeute donne son point de vue, oui, bon, ça c'est vieux jeu, c'est banal, c'est là où on voit tout le narcissisme de cette princesse qui répond « Vous voulez dire que je suis vieux jeu? Vous voulez dire que je suis banal ?» Ça, c'est laid, mais c'est un petit passage que j'aimerais que vous voyiez de vos propres yeux pour voir le ridicule de la personne qui n'est pas capable d'accueillir une information et qui ramène tout à elle, à être toujours vexée comme un pou, et qui n'est pas capable d'entendre la théorie que, ben oui, c'était courant dans les familles. Voilà. Ben non, elle ramène ça à elle, comme une attaque, comme si on venait de l'attaquer personnellement. La blessure de rejet. Donc là, c'est très puéril, c'est une réaction très égotique, impulsive, immature, qui ne la met pas du tout en valeur, puisqu'on voit son côté princesse-duchesse qui n'est même pas capable d'écouter. Elle écoute avec sa bouche, elle répond direct, mais ce qu'elle répond, c'est de la merde, quoi. Ça la met franchement pas en valeur. Quand on est thérapeute, ça c'est notre quotidien, hein, de voir les gens vexés comme des poux tout le temps. On s'en fout, hein, c'est l'ego qui en prend un coup, parce que là, inévitablement, c'est une confession de sa part égo. Oh, c'est encore pire en fait, parce que là, oh putain, là il y a un gros égo là. Oh, vous voyez, elle déforme le discours. Elle déforme le discours. Elle n'est pas dans l'accueil. Elle apprend par cette thérapeute
qu'il y a une rumeur qui circule dans le métier, que dans la famille royale, elle aurait, elle, des cousines qui ont une déficience mentale et qui sont internées dans un hôpital spécialisé, un peu reclus. Elle tombe des nues, elle n'est pas du tout au courant de ça. Puisque elle, on lui avait dit qu'elles étaient mortes. Donc ça l'interpelle vachement. Elle essaye de se documenter dans la famille auprès de la reine. Ils vont aller chercher les archives dans les grandes bibliothèques. Et dans les archives, ils voient qu'en fait, officiellement, il y a une date de mort de ses cousines. Elles ont été annoncées mortes. Donc, ça l'interpelle vachement. Elle se demande où est le vrai du faux dans cette rumeur. Et là, elle va décider de faire appel à son ex qui est parti dans la prêtrise, parce que du fait qu'il est dans la prêtrise, lui, il va pouvoir s'infiltrer discrètement dans cet hôpital, y avoir accès, et d'aller voir si vraiment c'est vrai, si elles existent réellement, si elles sont vivantes, si elles sont là-dedans. Lui, il va trouver que c'est fourbe. Et j'ai bien aimé le fait de réentendre ce mot, vu qu'en ce moment, on travaille aussi beaucoup la fourberie, les stratégies fourbes, et lui, il trouve ça fourbe qu'elle l'utilise en ce sens. Mais bon, on peut bien comprendre qu'elle ne peut pas non plus se rendre là-bas, elle est connue, son visage est connu, elle ne peut pas. Vous voyez, pour mener une enquête discrète, je comprends qu'elle envoie quelqu'un, je ne suis pas choquée de ça, hein. Lui, il y va et il découvre que ben oui, en fait, il y a 2 cousines qui sont sœurs, entre elles, qui sont là-dedans, qui savent qui elles sont, qui ont plein de photos de la famille, mais elles vivent là depuis longtemps. Il va même apprendre à la princesse qu'en réalité, il y en a même 3 autres. Donc il y en a 5. Elle hallucine, elle trouve ça écœurant, elle décide donc de confronter sa propre mère, qui va lui dire « Mais on n'avait pas le choix ». Donc vous voyez, c'est toujours « il faut faire avec, on n'a pas le choix ». C'est toujours le joker qui est toujours utilisé dans sa famille, hein, voilà. Donc en gros, la mère, c'est donc la mère de la reine, c'est la grand-mère de Charles, d'accord ? La sœur de la reine, donc là, la princesse, elle pète un câble. Elle trouve ça mais totalement inhumain, gerbant, d'avoir agi de la sorte, de les avoir rejetées comme ça. Personne ne va les voir, elles sont estimées comme mortes, parce qu'elles ne sont pas parfaites, parce qu'elles ont une déficience. Oh, elle est choquée de ça. Et donc, là, elle déballe son sac. Elle crache ce qu'elle a à cracher à sa propre mère. Et elle lui dit, mais dans la famille, ça a toujours été ainsi, en fait. Il n'y a que de la dureté dans cette famille. Si on n'est pas la première, c'est encore pire. Oui, parce que là, elle fait référence, la première, c'est la reine, donc la reine a des privilèges. Elle était la deuxième, elle a eu le droit à rien. Elle explique, mais en fait, dans cette famille, on n'a pas le droit d'avoir des besoins. Nos besoins sont bafoués, rejetés. On n'a pas le droit d'avoir un caractère propre. Parce que si on a un caractère propre, on est jugé de fantasque. On est jugé de fantasque. Donc en fait, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Si on ne rentre pas dans le moule parfait dans la famille, et silencieusement, oui, parce qu'il ne faut pas se rebeller, il faut être silencieux, et même il faut être suppliant, oui, il faut être à genoux, soumis, on sera alors critiqué, on crachera sur nous, ou
on sera même jugé mort, comme là les cousines. Et donc, elle balance à sa mère. Honte à vous tous. Et elle se barre. Elle est écœurée, écœurée, écœurée. En soi, ce discours, c'est ni plus ni moins que ce que je relate dans mes vidéos depuis le début sur comment fonctionne la famille du runner et la théorie de ce parcours. La théorie que je ponds pas toute seule, hein, la théorie que je ponds en canalisation. Donc là, tout ce qui a été expliqué dans la théorie de comment fonctionne la famille du runner, vous en avez de nouveau ici la preuve, et que la sœur de la reine se rend bien compte que ça a toujours fonctionné comme ça. Elle, qui avait une personnalité moins lisse, elle a toujours été jugée de fantasque. Et elle sait qu'elle a été souvent critiquée. Parce que la vie n'est pas autorisée dans cette famille. Il faut être lisse, il faut rentrer dans les cases. Et elle lui dit, si on ne rentre pas dans le moule parfait, on nous crache dessus. C'est ainsi que fonctionne la famille du runner. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le runner ne peut pas choisir la chaise. Elle représente la vie, elle est vivante. Elle ne rentre pas dans les cases. Lui, il pense à sa propre vitrine. Il peut quand même pas... Qu'est-ce que va penser sa mère? Entre l'opinion de sa mère, l'opinion de sa famille, sa propre vitrine dans sa famille, et abîmer la chaiseur, il va plutôt abîmer la chaiseur aussi. Il voudrait pas courir le risque qu'on trouve que, voilà, la chaiseur, elle est fantasque aussi. Elle ose être vivante, elle ose avoir une personnalité, tu te rends pas compte? Il faudrait jouer à la pâte à modeler. Ok, il écoute l'oreille gauche, l'écoute égotique, oui. Il écoute ses peurs. C'est très représentatif de comment fonctionne la famille. La mère essaye donc d'expliquer à sa fille que on n'avait pas le choix. La priorité, c'était de prouver l'intégrité de la lignée familiale. On aurait fait des gros titres dans les médias. On n'avait pas le choix. On a déclaré qu'elles étaient mortes. Tu sais, on avait besoin que notre patrimoine génétique ait un taux de pureté de 100%. Nous revoilà au nazisme, hein, la race aryenne. Scellé, ouais. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'esprit de famille. Il n'y a pas de famille là-dedans. C'est que la vitrine. Elles ont été jugées comme mortes. On les a envoyées là-bas il y a plusieurs décennies. Elles vieillissent depuis plusieurs décennies comme ça. Et personne ne va les voir. Personne. Donc là, cette sœur, la princesse, refait un peu la rétrospective de sa propre vie avec cette famille. Elle trouve cela, mais impardonnable en fait, leur façon d'agir. Mais, juste après dans la série, on la voit rediscuter en disant que son titre, c'est le bonheur. Donc elle apparaît vraiment très instable, elle change d'avis comme un caméléon, l'incohérence totale, la contradiction. Il n'y a personne qui est vraiment stable là-dedans. Hein. Après, on la voit de nouveau refaire des soirées, picoler, ça y est, elle est repartie dans son cinoche, chantant à tue-tête, ma tour d'ivoire s'est effondrée. Donc là, on retrouve la symbolique. Parce que oui, le runner, sur son parcours,
à un moment, sa tour d'ivoire va s'effondrer. Ouais. Il va ouvrir les yeux sur tous les mensonges de la famille, sur tous les faux semblants, sur tout le fake. Toxic Mama est quelqu'un qui est tellement intéressé par la vitrine qu'elle va, sur son chemin, devoir vivre des épreuves où elle aussi, sa tour d'ivoire va s'effondrer, sa vitrine. Si vous observez les parcours, en général, la Toxic Mama, il va falloir qu'elle vive des choses où ses enfants vont pas faire exactement ce qu'elle aurait aimé qu'ils fassent. Donc des divorces, des changements de métier, tout ce qu'elle voulait, pas que ça change, parce qu'elle avait réussi à bien jouer à la pâte à modeler pour qu'ils aillent dans le sens de sa vitrine à elle. Et puis à un moment, ils ont envie de faire des choses autres, mais qui vont pas dans le sens de sa vitrine à elle. Et au niveau du regard des autres, elle, ah là 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 là, ça va lui faire vivre de l'inconfort. On va lui faire vivre pas mal d'inconfort à la Toxic Mama. Et la Toxic Mama, elle va devoir vivre des choses dans son chemin de vie, oui. Ou tous ceux qu'elle a utilisés, tout ce qu'elle utilisait pour sa vitrine, pour son paraître, comme lampadaire, à chaque fois, ça va venir taper là-dessus. Elle pourra plus utiliser ça pour sa vitrine. Donc si vous observez bien le parcours de vie des Toxic Mama, ça vient taper sur toutes ses compensations à elle aussi. Et c'est comme ça dans toute la famille du runner. Parce qu'il y a trop d'ego, il y a trop d'ego, il y a trop de paraître, il y a trop de vanité scellée. Et chacun a des guides. Chaque personne a 3 guides. Et à chaque fois, les guides de la personne orchestre ça pour guérir la personne de sa vanité, de son ego, de son orgueil. Oui. On coupe les robinets de compensation. On la voit de nouveau boire, boire, boire. Elle n'a pas arrêté longtemps finalement. On la voit clairement dépressive. Et dans la famille du runner, comme ils ne sont pas heureux, ils ont tous des compensations. Ils ont tous des compensations. Et ça doit se voir au bout d'un moment, parce que pareil, pour montrer que la vitrine, elle n'est pas si jolie que ça, en fait. Donc voilà pour cette vidéo. Ça tournait beaucoup autour du personnage de la sœur, hein. Il y a beaucoup de symbolique à voir. Ça vous permet toujours de mieux comprendre les événements de la vie. Pourquoi les choses s'orchestrent de cette façon. La logique de fonctionnement. J'ignore de quoi parlera le prochain épisode. Je ne l'ai pas encore vu. Mais on a décidé de réaccélérer un peu sur les épisodes de The Crown. Sûrement parce qu'en ce moment, dans la matière, c'est sans doute ce que vous travaillez également. Et puis, quand ça ralentira de nouveau, c'est parce que vous avez besoin de travailler ça pendant quelque temps, avant de voir la suite et de retravailler autre chose. Pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé cette série, je vous conseille vraiment de la regarder. Tous les runners disent que c'est clairement représentatif de comment fonctionne leur famille. Ils ont beaucoup de prise de conscience. Oui. Moi, ils m'avouent tous, ah oui, mais c'est clairement comme ça que ça fonctionne dans ma famille. Donc, ça leur fait travailler, réapprendre à être choqués de certaines choses, en le voyant chez d'autres personnages de façon parfois un peu plus amplifiée. Ça apparaît clairement. Parfois, quand on prend de la hauteur et qu'on se met en position de spectateur, les choses apparaissent plus clairement. Et les chasers, vous, ça vous permettra d'avoir des conscientisations et essayer d'aller voir tous les effets miroirs
par rapport à vos familles, à vous aussi, qui sont loin d'être parfaites également. Comme il y a des runners, beaucoup de runners dans les familles, enfin dans les environnements des chasseurs aussi, hein. Enfin beaucoup, ça dépend des cas, mais souvent il y a un frère ou une sœur qui est runner. Parfois dans vos parents, vous avez des runners perdus. Donc en fait, allez regarder un peu tout ça, et puis vous allez voir tous les schémas, toute la logique en fait. À chaque fois, c'est toujours, vous allez voir que la théorie, elle s'applique réellement à chaque parcours. Vous allez halluciner. Vous allez halluciner. Ce qui va vous permettre aussi de travailler un peu plus la confiance en ce que je dévoile de la théorie en vidéo. Vous allez voir que je disais pas tant de conneries que ça en fait. Le fait qu'on revisionne des vieilles vidéos vous permet de voir aussi que parfois j'avais annoncé tout ça dans les vidéos bien avant, hein, et que tout se confirme en fait. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une belle journée et bon visionnage.